Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Après avoir parlé d'Hippocrate et de ses héritiers directs, nous allons évoquer la médecine hellénistique alexandrine qui leur fit suite, en essayant de savoir si cette période correspond à une phase de progrès ou de recul de la pensée médicale. Cette vidéo inaugure une nouvelle playlist sur la médecine hellénistique qui va nous emmener jusqu'à la médecine arabo-musulmane. En attendant l'apogée de la civilisation romaine et de l'influence de Galien, la médecine grecque, héritière de la pensée choaque et d'Hippocrate, mais aussi cnidienne sous l'influence de Chrysippe, attirée par les largesses des Ptolémées, allait en effet trouver un nouveau souffle à Alexandrie et un nouveau refuge loin du fief de la pensée pure qu'était Athènes. La cité d'Alexandrie avait été créée par Alexandre en Égypte en 332 avant Jésus-Christ et se retrouva sous le régime des Ptolémées qui furent à l'origine de la dynastie des Lagides avec Ptolémée Soter, général d'Alexandre et élève d'Aristote, Ptolémée Philadelphe, fondateur du célèbre phare et de la non moins célèbre bibliothèque, et ce jusque Cléopâtre, la dernière des Lagides. Alexandrie allait rester à l'abri des querelles philosophiques, les philosophes étant restés à Athènes, et des guerres, du moins jusqu'à la défaite d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, Alexandrie, avec son célèbre phare, son musée, son académie dédiée aux muses, et surtout sa célèbre bibliothèque de 700 000 ouvrages créés en 290, où il faut souligner le rôle de Démétrios de Phalère, influencé par Aristote et son lycée. Comme nous le verrons, cette bibliothèque sera la proie de nombreux incendies. Alexandrie fut surtout le berceau d'une suprématie intellectuelle dans de nombreux domaines, avec Euclide en géométrie, Ptolémée en astronomie, et, pour ce qui nous concerne, Hérophile et Érasistrate en anatomie et en physiologie. Incorporant à la pensée des maîtres grecs ce que les peuples du bord du Nil, mais aussi de Phénicie, de Palestine ou de Syrie, avaient su protéger de leurs connaissances dans l'art de guérir, mais pour une part finalement assez faible, la médecine alexandrine est néanmoins perçue, du moins jusqu'à Galien, comme une période d'éparpillement, voire de recul de la pensée médicale. D'où la question à laquelle Histomède va tenter de répondre, la médecine alexandrine fut-elle une période de progrès ou de recul de la pensée médicale? Si cette assertion est vraie avec le développement des systèmes sectaires, retour à une spéculation pure, voire à la magie et à l'irrationnel, cela l'est moins en ce qui concerne la médecine clinique, qui sut même parfois se dégager de la théorie des humeurs et se baser, pour quelques dizaines d'années, sur de nouvelles découvertes en anatomie et en physiologie. Les principales sectes médicales alexandrines furent les sectes logiques ou dogmatistes et empiriques. Ce terme de dogmatiste ne doit pas être pris dans son sens péjoratif actuel de péremptoire, mais plutôt dans le sens initial relatif au dogme. Parmi les principaux adeptes de la secte logique, citons Polybe, Thessalos et Dioclès de Caryste, auteur du premier traité d'anatomie et dont nous avons déjà parlé, mais aussi Dexippos de Cos et surtout Hérophile de Chalcédoine, qui fut un élève de Praxagoras de Cos. Pour la secte des empiriques, citons Sérapion d'Alexandrie et Philinos de Cos, mais surtout Érasistrate de Chéos, élève de Chrysippe. D'autres sectes naîtront un peu plus tard, notamment dans l'Empire romain, comme la secte méthodique avec Thémison de Laocidée, Asclépiade de Bithynie et Soranos d'Éphèse, la secte éclectique, représentée par Archigène d'Apamée, et la secte pneumatiste, dont Rufus d'Éphèse et Arrêté de Cappadoce furent les principaux représentants. Nous reviendrons bien sûr sur ces courants de pensée, dont Galien proposera une synthèse dans une prochaine vidéo. Revenons à la secte logique, du grec logos, qui signifie raisonnement, appelé plus tard donc dogmatiste par ses détracteurs. Les membres de cette secte se voulaient les continuateurs d'Hippocrate, restant attachés à la rationalis medicina, selon l'expression de Cels, pour parler de l'empirisme rationalisé. Cette secte se développa également sous la pensée d'Aristote, dont on a vu l'influence sur les élites d'Alexandrie, qui accordait de l'importance à une connaissance théorique du corps humain nécessaire à la pratique médicale. Car contrairement aux maîtres de Cos, la compréhension des maladies reposait chez eux, en plus de l'observation, sur le raisonnement et l'expérimentation, et notamment grâce au nouveau savoir anatomique. Il faut également souligner l'influence qu'eut Platon
avec sa théorie du pneuma, sur cette secte logique. Le principal médecin de ce courant fut donc Hérophile, qui naquit en Chalcédoine en 335 avant Jésus-Christ et mourut en 280. Élève de Praxagoras de Cos, il fut l'un des premiers médecins grecs à étudier et à enseigner à Alexandrie. Auteur de 11 traités médicaux, dont aucun ne nous est parvenu, autrement que par Galien, il est surtout connu pour ses études innovantes en anatomie et en clinique, moins en physiologie. Progrès en anatomie grâce à des dissections animales et humaines, et peut-être pendant un temps très court, sur des personnes vivantes selon Cels. Il est peu probable de voir là une influence de l'Égypte pharaonique et des momifications, dont on rappelle le caractère religieux et les techniques peu enclines à une étude anatomique fine. Comme Hippocrate, Hérophile situait le siège de la pensée dans le cerveau. Différenciant les hémisphères du cervelet, il analysa également le tronc et le quatrième ventricule, dont il faisait le réservoir du pneuma sensoriel ou psychique. Il étudia aussi les méninges et le système veineux cérébral, laissant d'ailleurs son nom au pressoir d'Hérophile, confluent veineux de la base du crâne. Il étudia également les nerfs, qu'il différencia en moteurs, pleins, et sensitifs, qu'il pensait creux pour permettre le passage du pneuma sensoriel ou sensitif. On peut effectivement penser que cette différenciation des nerfs n'a pu être faite que sur des êtres vivants. Il étudia aussi l'anatomie de l'œil, identifiant l'iris, la cornée, la rétine. On lui doit aussi l'identification des ovaires qu'il compara aux testicules, dont il isola l'épididyme, s'opposant ici aux conceptions d'Aristote, pour qui seul l'homme sécrétait la semence qui devenait embryon en coagulant le sang menstruel qui, ainsi utilisé, ne devenait pas règle. Hérophile proposa aussi une approche de la fonction des vaisseaux, en signalant la différence entre les artères et les veines sur l'épaisseur de leurs parois. Il dénomma par ailleurs veine artérieuse, l'artère pulmonaire, et aurait entrevu avant Péquet les vaisseaux chylifères. Il appliqua ses découvertes anatomiques à la clinique, notamment cardiovasculaire, avec la prise du pouls, qu'il fut un des premiers à compter, en se référant à une pendule à eau, une clepsydre, notant l'ampleur, la fréquence, le rythme, faisant même le lien entre pouls et température, mais en l'interprétant à la sauce de sa propre physiologie, puisque le cœur envoyait selon lui le pneuma dans les artères et non du sang. Hérophile fut également accoucheur et gynécologue. Auteur d'un livre des sages-femmes, la légende lui attribue même la naissance de quintuplés. On raconte d'ailleurs qu'Agnodiké, étudiante athénienne qui devint une célèbre sage-femme, suivit ses cours déguisée en garçon. En accordant une importance clinique au rêve, Hérophile peut également être perçu comme un précurseur de Freud. En matière d'étiologie des maladies, Hérophile, en tant que médecin de la secte logique, déterminait des causes intermédiaires entre les causes évidentes et les causes cachées, accessibles selon lui par le raisonnement, mais en thérapeutique, il disait que les médicaments sont les mains des dieux. Hérophile resta surtout fidèle à la modestie d'Hippocrate dans la pratique de la médecine. La connaissance est nécessaire, disait-il, mais peut toujours être modifiée par la pratique. Il disait aussi, par-dessus tout, le médecin devrait connaître les limites de son pouvoir, car celui-là seul qui peut distinguer le possible de l'impossible est un médecin parfait. Phrase à méditer aujourd'hui. Il disait également, en l'absence de santé, la sagesse est inconcevable, la science n'a aucune évidence, la force physique ne peut être exercée, la richesse est inutile, la raison est impuissante. Innovant en anatomie, Hérophile s'avéra par contre conservateur en physiologie, revenant à Hippocrate, contre son maître Praxagoras, à la théorie des 4 humeurs et à la théorie du pneuma. Hérophile considérait en effet l'homme comme la convergence de la chaleur du cœur, de la perception des nerfs, de la nourriture du foie et de la pensée du cerveau, dans lequel il localisait l'âme, confirmant l'idée d'Hippocrate du rôle prépondérant de l'encéphale dans l'activité intellectuelle et la perception. Avec cette physiologie d'Hérophile, la respiration perdait son rôle dans le refroidissement du feu du cœur, mais gagnait celui de recharger l'organisme en pneuma. Voyons maintenant la secte empirique. Il ne faut pas voir dans ce terme empiriste, du grec empéria, qui signifie expérience,
la connotation péjorative qu'on lui attribue aujourd'hui. Cette connotation apparut en fait au Moyen-Âge, quand les empiristes, qui refusaient de se plier à la médecine hippocratico-galénique, devenue hautement spéculative, étaient assimilés aux rebouteux, aux guérisseurs, marchands d'Orvietan, voire à l'hérésie. À l'époque d'Érasistrate, le principal représentant de l'empirisme, doctrine qui peut aussi se définir par l'absence de doctrine, était un courant philosophique autant que médical, pour lequel la connaissance devait dériver uniquement de l'expérience. Les empiristes, également sous l'influence d'Aristote, s'opposaient donc aux dogmatistes en considérant que les causes cachées des maladies étaient insaisissables et que le traitement à administrer ne pouvait être fourni que par l'expérience. Cels définissait l'empirisme médical ainsi. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui produit la maladie, mais ce qui la supprime. Les malades ne guérissent pas par des discours, mais par des remèdes. Les membres médicaux de cette secte, inspirés par Sextus Empiricus, étaient souvent des médecins de terrain, loin des spéculations, mais au plus près des malades, opposés au rationalisme spéculatif et aux dogmatistes. Ils cherchaient à reconnaître les causes cachées des maladies par l'observation, soit exercée par eux-mêmes, alors appelée autopsia, terme également différent de son emploi actuel, auto soi-même, opsis je regarde, soit observée par d'autres, appelée alors historia. Leur savoir se limitait donc à ce qu'ils avaient vu ou à ce qu'ils avaient lu, et l'accumulation de ce savoir constituait leur expérience. Ils pouvaient éventuellement raisonner par analogie dans le cas de nouvelles maladies, mais ils refusaient la spéculation. Ce mode de pensée leur permit de développer une étude des signes des maladies avec la description de nombreux symptômes, l'élaboration de syndromes, mais également une chirurgie sans a priori. Le principal reproche qu'on peut leur faire aujourd'hui est qu'ils ne voulaient jamais établir de théorie, même avec la formidable masse d'observations accumulées. Cette démarche ne pouvait être que s'avérer stérile et sans lendemain. Les empiriques se caractérisaient aussi par une pharmacologie sans a priori, ce qui leur faisait donner tout et n'importe quoi, comme des lavements dans les angines, des frictions de vinaigre dans le cou contre l'épilepsie, et les conduisit ainsi à l'usage intempestif des poisons, à l'exemple de Mithridate VI, roi d'Asie mineure, qui, craignant pour sa vie, s'immunisa avec la complicité de son médecin Craterras, qui lui fit boire le sang de canard progressivement empoisonné. Battu par Pompée, Mithridate aurait voulu s'empoisonner, mais devant l'inefficacité des poisons, il dut se faire tuer par un mercenaire. Il n'est pas exclu que les poisons de Mithridate aient été simplement inventés. Cette histoire est à l'origine du terme mitridatisation, qui consiste à ingérer des doses croissantes d'un produit toxique afin d'accélérer, par une sorte d'accoutumance progressive, une insensibilité ou une résistance vis-à-vis de celui-ci. Une application médicale actuelle est la désensibilisation spécifique des piqûres d'abeilles. Ce pragmatisme et ce rejet des autres théories étaient louables, mais les empiriques tombèrent finalement dans les travers du dogme et du système tant décrié. Érasistrate, né en 300 avant Jésus-Christ et mort en 240, fut le chef de file des empiristes. Fils et neveu de médecin, élève de Théophraste, le successeur d'Aristote au lycée, puis formé par Chrysippe de Cnide, il était surnommé l'infaillible. Il rejetait la pathologie humorale d'Hippocrate, qui ne s'accordait pas avec sa propre physiologie, et notamment cardiovasculaire, et fonda le solidisme, théorie plus cnidienne qu'hippocratique, et qui inspirera Galien. Anatomiste réputé, Érasistrate alla plus loin qu'Hérophile en physiologie, notamment dans l'étude du système nerveux, en affirmant que la richesse des circonvolutions cérébrales de l'homme, par rapport aux animaux, sous-entendait que s'y trouvait le siège de l'intellect. Il étudia également le cervelet et le bulbe, où il voyait le siège de l'âme, pratiquant des expériences de section étagée qui entraînaient la mort, avant celle de Le Gallois et Flourens au XIXe siècle. Comme Hérophile, Érasistrate, qui n'a pas écrit de traité propre d'anatomie, mais dont les découvertes sont dispersées dans différents traités, aurait également fait des dissections sur des prisonniers vivants, selon Cels. Érasistrate pensait que les nerfs sensitifs allaient au ménage et que les nerfs moteurs partaient du cerveau et du cervelet et développa la notion d'esprit animal où on peut voir une approche de l'idée d'influx nerveux. Il décrivit aussi les valvules cardiaques et corrigea Aristote sur l'anatomie du cœur,
approchant encore un peu plus du mécanisme de la circulation. Érasistrate attribuait en effet au cœur un rôle de double pompe, analysant les artères viscérales et l'artère pulmonaire, qu'il appelait l'artère qui ressemble à une veine. Érasistrate conserva néanmoins quelques erreurs, situant notamment l'origine du circuit dans le foie, entretenant l'équivoque entre le pneuma et le sang artériel, faisant de l'oreillette droite une simple dilatation de la veine cave inférieure. Érasistrate élabora une théorie à 3 systèmes clos, 3 mécanismes différents pour 3 fluides différents, mais branchés en parallèle. Le sang dans les veines, le pneuma vital dans les artères, le pneuma psychique dans les nerfs, sensoriels creux. La maladie survenait selon lui quand ces 3 systèmes n'étaient plus étanches. Dans le système veineux, le sang partait du foie, où il se nourrissait pour se rendre vers le cœur par la veine cave. Le cœur l'éjectait alors dans le corps, toujours par la veine cave qui circulait donc dans les deux sens. Mais également dans le poumon, par une veine qui ressemble à une artère, l'artère pulmonaire. Ce sang se rendait donc dans les poumons pour les besoins de l'organe et non pour se régénérer. Cette hypothèse entraîna le refus de la phlébotomie aux grandes dames de Galien. Le système artériel concernait le pneuma, qui passait des poumons au cœur par des artères qui ressemblent à des veines, les veines pulmonaires, et était envoyé ensuite au corps par l'aorte et les artères. Pour expliquer le sang qui coulait malgré tout des artères, Érasistrate avança la présence de synanastomose entre veines et artères, petite anastomose qui se mettait en route qu'en cas de pathologie. Notamment en cas de section de l'artère, le pneuma s'échappait et le sang refluait des veines à cause du vide créé. En cas de pléthore, le sang trop abondant des veines forçait les synanastomoses et contaminait les artères, entraînant alors inflammation et fièvre, ou alors paralysie si le sang passait dans le système nerveux, lieu de passage du pneuma psychique, fabriqué à partir du pneuma vital. Toute la thérapeutique d'Érasistrate découlait de cette physiologie, diète, purge, évacuations diverses, mais paradoxalement, il était avare de saigner. Érasistrate était aussi un chirurgien reconnu, qui ponctionnait les acides, en convenant toutefois que ces ponctions étaient souvent inopérantes à cause des récidives, et ligaturait les artères. En thérapeutique, il soigna Ptolémée Philadelphe de sa goutte, d'une manière que l'histoire ne dit pas car la colchite ne lui était pas encore connue, et traitait les empoisonnements avec du lait. Il se suicida, dit-on, avec de la ciguë pour un mal incurable au pied. Psychiatre attentif, il soigna Antiochos, le fils du roi Séleucos de Syrie, d'une maladie d'amour pour sa jeune belle-mère Stratonicée, en remarquant la rougeur de ses pommettes et l'accélération de son pouls. Scène souvent reprise par des peintres, ici Guillemot, David, Ingres, à nouveau Ingres, Fragonard, etc., etc. Érasistrate envisagea même la méthode anatomoclinique, si chère à l'école parisienne du début du XIXe siècle, en décrivant la dureté pierreuse du foie du cirrhotique, dont Laënnec s'attribuera la paternité. D'autres empiriques moins célèbres rejoignirent la ville d'Alexandrie. Héraclite d'Éphèse, Ménodote de Nicomédie, Teudas, Démétrios d'Apamée, qui compléta la sémiologie des hydropisies, Apollophane de Séleucie, Callianas, qui codifia l'examen au lit du malade, Aristogène, qui précisa la sémiologie du pouls, Alexandre d'Aphrodisia, commentateur d'Aristote et d'Hippocrate au IIIe siècle, auteur d'un traité des fièvres, Hérocléide de Tarente, auteur d'un traité de thérapeutique, Dioscoride Phacas, médecin de Cléopâtre, auteur d'une description précise de la peste bubonique, Mantias de Chryserne, qui s'illustra en thérapeutique. Mais par la suite, la médecine tomba entre les mains d'ignorants qui se réclamaient de l'école empirique dont nous reparlerons, mais qui s'écartèrent de la voie d'Hérophile et d'Érasistrate, contestant même la pratique de l'anatomie, d'autant que le retour du religieux vers moins 150 avant Jésus-Christ allait interdire les dissections. La chute de Carthage permit à Rome l'invasion de la Grèce en 146, l'Asie mineure en 129, la Syrie en 63, puis enfin Alexandrie,
mettant fin à la dynastie des Lagides avec la victoire d'Actium en -31 et la mort de Cléopâtre l'année suivante. Ce fut le début du déclin d'Alexandrie avec, en -47, le premier incendie de la bibliothèque. Il y en eut d'autres. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, la concurrence de Pergame et surtout l'attirance de Rome déplacèrent le centre de gravité du monde intellectuel vers la capitale de l'Empire romain. Mais comment se soignaient les Romains pendant ce temps? Ce sera le thème de la prochaine vidéo d'Histomède, la chaîne d'histoire de la médecine en question.